Sous Song Gandhi, 500 millions de Kara surgissent d'un seul signal. La promesse annonce des recettes nationales décuplées en 5 ans, mais elle réactive aussi le vieux piège. Richesse rapide, fragilité plus rapide encore. Que devient le quotidien si Ibrahim Traoré tranche trop vite ou trop tard face à une ruée déjà convoitée et contestée? Car derrière l'Eldorado, une alerte domine. Jusqu'à 40% de biodiversité locale pourrait disparaître si l'exploitation s'emballe. L'enjeu de Songandi n'est pas seulement d'extraire des diamants, mais de décider comment une richesse soudaine entre dans un état déjà sous tension. Comprendre cette séquence aide à anticiper ce qui peut changer très concrètement en matière de sécurité, de revenus publics et de stabilité quotidienne. Le gisement n'a de valeur politique que par la manière dont il sera intégré, contrôlé et rendu lisible pour la population. La découverte agit comme un accélérateur. Elle peut ouvrir des marges budgétaires inédites, mais elle peut aussi amplifier des rivalités internes et attirer des pressions extérieures plus fortes que les mécanismes institutionnels existants. À cette étape, chaque décision comporte des coûts invisibles, sociaux, environnementaux et diplomatiques, même lorsque la promesse paraît purement économique. L'objectif de cette analyse est donc simple: exposer les choix possibles, leurs bénéfices potentiels et leurs risques mesurables, sans emphase, afin de saisir ce qui se joue réellement derrière l'annonce de Sangandi. Les premières analyses satellitaires convergent sur un chiffre qui change l'échelle de tout débat. Près de 100 millions de carats reposeraient sous le volcan de Sangandi. Ce signal continu, recoupé et validé par plusieurs institutions scientifiques, transforme une hypothèse géologique en certitude stratégique. Avant cette confirmation, le Burkina Faso avançait dans une économie de contraintes. Marge budgétaire limitée, prudence dans les engagements et priorité dictée par la rareté. Après Songandi, l'horizon se dilate brutalement, non parce que la richesse est déjà là, mais parce que l'idée d'une abondance possible reconfigure immédiatement attentes, calculs et rapports de force. Les ingénieurs locaux, d'abord surpris par des interférences inhabituelles, comprennent progressivement, avec l'appui d'équipes chinoises, qu'ils ne font pas face à une anomalie technique, mais à une formation diamantifère exceptionnelle. La bascule technique précède de peu une bascule politique. En quelques jours, des notes diplomatiques circulent, des demandes de briefing s'accumulent, et un pays longtemps périphérique dans les discussions minières devient un point focal du Sahel. Ce changement de statut ne se produit pas dans un vide institutionnel. Il s'inscrit dans un terrain déjà fragile: pauvreté persistante, tensions politiques et vulnérabilité de gouvernance. Dans un tel contexte, une découverte spectaculaire agit comme un amplificateur. Elle peut accélérer une trajectoire de transformation, mais elle peut aussi exacerber des rivalités internes, multiplier les tentatives d'influence et rendre la question des ressources immédiatement explosive. C'est dans cette fenêtre courte que se place Ibrahim Traoré. En instaurant une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales, il cherche à reprendre la maîtrise du tempo. Ce choix méthodique contraste avec les réponses impulsives observées ailleurs et transforme la découverte en débat structuré plutôt qu'en simple promesse. Le mini révélateur de Songandi, au fond, n'est pas seulement le volume annoncé, mais le choc entre un avant, contraint, et un après sous pression, où chaque décision devient durablement visible. Dans la séquence qui suit l'annonce de Songandi, un acteur discret prend une importance immédiate: le médiateur entre la décision nationale et la réalité locale.
Ce n'est ni une multinationale, ni une chancellerie, mais un relais humain chargé de traduire des règles en pratiques compréhensibles. Dans un pays où les périphéries ont souvent été éloignées des centres de pouvoir, cette fonction devient un test de crédibilité. Si l'information circule mal, les rumeurs se substituent vite à l'autorité. Autour du volcan, les premiers changements se lisent dans les gestes ordinaires. Des représentants administratifs et des médiateurs communautaires sont déployés pour expliquer la sécurisation du périmètre, rappeler l'interdiction de certaines activités informelles et organiser un calendrier d'écoute. Leur présence inhabituelle dans ces zones marginalisées produit un effet immédiat. L'excitation se canalise, les mouvements de creusage illégal ralentissent et une forme d'attente structurée remplace le désordre initial. Un habitant évoque même une sensation nouvelle, celle d'être inclus dès le départ dans un processus qui autrefois se décidait sans lui. À l'échelle nationale, un autre impact précoce apparaît. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture revendiquée à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste fragile, mais elle suffit à contenir, dans un premier temps, l'émergence de fractures politiques trop rapides. La souveraineté cesse alors d'être une abstraction. Elle se matérialise dans des règles visibles, des relais identifiables et une capacité à ralentir les dérives. C'est un signal bref mais décisif. La trajectoire se joue déjà dans ses ancrages humains. Tout commence par une validation technique. Les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale. Le doute disparaît. Le signal sous son Gandhi ne relève plus d'une interférence. Il désigne un gisement diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette confirmation agit comme un interrupteur. En quelques heures, la question cesse d'être scientifique. Elle devient politique. Les priorités se réorganisent. Le périmètre est sécurisé. Toute activité informelle est suspendue. Des évaluations croisées sont exigées entre experts locaux et équipes internationales. La règle implicite change. Avant de parler d'extraction, il faut parler de contrôle. Puis vient la phase d'accélération. Les informations circulent d'abord dans un cadre étroit. Elles débordent rapidement. Les mémos diplomatiques arrivent à Ouagadougou. Les ambassades demandent des briefings urgents. Les analystes régionaux évoquent un possible point de bascule pour le Sahel. Le Burkina Faso, longtemps marginal dans les flux miniers mondiaux, devient soudain un dossier surveillé, non pour ce qui est extrait, mais pour ce qui pourrait l'être. Le mouvement suivant est celui de l'exposition. Des images satellitaires sont partagées plus largement. Les institutions scientifiques et économiques s'en emparent. Les comparaisons se multiplient avec des zones historiquement dominantes du marché du diamant. Cette mise en regard change la perception. Sangandi n'est plus une curiosité locale, c'est un actif stratégique et un aimant. À ce stade, la tension monte. Des multinationales formulaient leurs premières offres de coopération. Certaines puissances cherchent des échanges privés. Des conseillers proches du pouvoir sont sollicités. Des groupes d'intérêt tentent d'influencer le cadre avant même qu'un dispositif juridique stable n'existe. Le calendrier devient un champ de bataille. Négocier vite pour verrouiller des positions ou ralentir pour garder la main. L'espace médiatique se sature, les récits s'opposent, Eldorado, ou malédiction des ressources, promesse de recettes, ou scénario de déstabilisation. Chaque narration attire une coalition, et chaque coalition cherche à peser sur les règles. C'est ici qu'intervient Ibrahim Traoré. Il impose une rupture nette, refus des accords précipités, primauté affichée de la souveraineté sur les ressources, maîtrise du tempo décisionnel. Cette posture est interprétée de deux façons. À l'extérieur,
Certains y voient un frein. À l'intérieur, beaucoup y voient un marqueur. Le pays ne cède pas au vertige du chiffre. Mais la séquence ne s'arrête pas au sommet. Les répliques internes apparaissent. La population réclame des explications. Les partis d'opposition interrogent la stratégie. La société civile exige des garanties contre la corruption, les expropriations et les arrangements opaques. Le débat public se structure autour d'une question simple. Comment transformer une richesse soudaine sans répéter les échecs observés ailleurs? Les semaines suivantes exposent les effets secondaires. Les attentes sociales montent vite. Les inquiétudes aussi. Peut-on absorber un changement économique aussi rapide? Les institutions résisteront-elles à l'afflux de pression? La vitesse devient un facteur de risque ou un instrument de stabilité, selon la manière dont elle est gouvernée. Sangandi n'a pas seulement révélé un gisement, il a déclenché une chaîne d'événements. Chaque décision amplifie la suivante. Et chaque retard, comme chaque précipitation, a désormais un coût politique visible. Le passage de Sangandi du récit à la décision commence par un basculement simple. On ne parle plus d'une intuition, mais d'un écart mesurable entre un pays avant et un pays après. La richesse potentielle n'est pas encore extraite, mais elle produit déjà un effet de gravité sur la politique, la diplomatie et l'opinion. Dans cette phase, les chiffres n'ont pas pour rôle de promettre, mais de fixer les lignes de tension, ce qui attire, ce qui expose et ce qui peut casser. D'abord, un repère domine. Près de 500 millions de carats seraient concentrés sous le volcan. À cette échelle, le Burkina Faso change immédiatement de catégorie minière. Ce volume ne signifie pas automatiquement une prospérité rapide, mais il modifie la perception internationale du pays. Il transforme une économie qui vivait sous contrainte en économie de projection, où chaque acteur, État, entreprise, partenaire étranger, recalcule ses intérêts. C'est là que le chiffre devient politique. Il n'est pas seulement un stock, il est une invitation au rapport de force. Il attire les investissements, mais attire aussi les méthodes de pression qui accompagnent les actifs rares. Demande d'accès privilégié, offre précoce, tentative d'influence sur le cadre juridique avant qu'il ne se stabilise. Le chiffre crée de la vitesse et la vitesse crée du risque. Un second repère pèse lourd. Les recettes nationales pourraient être multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteint son plein potentiel. Une croissance trop rapide mettrait à l'épreuve les institutions publiques. Cette projection agit comme une promesse budgétaire. Éducation, santé, infrastructure, emploi, tout semble soudain finançable. Mais c'est aussi un test de capacité. Absorber des flux financiers massifs exige des mécanismes de contrôle solides, une transparence réelle et une discipline administrative constante. Sans cela, les effets pervers connus ailleurs deviennent plus probables. Capture de la rente, clientélisme, corruption, fragmentation politique autour de la redistribution. Le chiffre ne garantit pas l'amélioration du quotidien, il garantit surtout une intensification des attentes. Et quand l'attente monte plus vite que les résultats visibles, le terrain social devient instable. Enfin, un troisième repère impose une limite. Jusqu'à 40% de biodiversité locale pourrait disparaître en cas d'exploitation intensive. Une perte écologique de cette ampleur serait difficilement réversible. Ce point change la nature même du calcul. Le gisement n'est plus seulement une opportunité économique, mais une question de soutenabilité dans un espace déjà fragile. La biodiversité n'est pas un décor. Elle conditionne les sols, l'eau, les équilibres ruraux et donc des moyens de subsistance. Ici, le coût potentiel ne se compte pas seulement en hectares ou en espèces, mais en tensions durables, déplacements,
conflits d'usage, dégradation des terres, sentiment d'injustice si les bénéfices sont lointains, tandis que les dommages sont locaux. Pris ensemble, ces trois repères ne racontent pas une trajectoire unique. Ils dessinent un couloir étroit. Le volume crée l'attraction, la projection de revenus crée la pression politique et le risque environnemental crée la limite. Les chiffres montrent ce qui est possible, mais ils ne disent rien de la manière d'y parvenir sans casser la confiance institutionnelle. C'est pourquoi la lenteur apparente, lorsqu'elle sert à construire des règles, peut devenir un outil stratégique. Elle réduit le risque que l'élan quantitatif se transforme en emballement incontrôlé. En définitive, Songandi n'est pas une équation de richesse, mais une équation de gouvernance. Comment convertir un potentiel gigantesque en bénéfice collectif sans sacrifier l'équilibre social et écologique qui rend ce bénéfice durable? Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour de Songandi et il est essentiel de les présenter dans leur version la plus solide avant d'avancer. La première position défend une exploitation rapide. Ses partisans estiment que le pays fait face à une fenêtre historique rare. Un gisement d'une telle ampleur ne se représente pas souvent, et chaque mois d'hésitation serait un mois perdu. Ils soutiennent que l'urgence n'est pas seulement économique, mais stratégique. Plus le calendrier s'étire, plus des influences extérieures peuvent s'installer par des voies informelles, promesses bilatérales, accords techniques provisoires ou prises de position médiatiques qui verrouillent déjà des perceptions. Dans cette logique, accélérer serait une manière de préserver la souveraineté, en fixant tôt les règles et en captant rapidement des revenus capables de financer infrastructures, services publics et emplois. Ils ajoutent que, dans un pays où les attentes sociales sont fortes, retarder l'action pourrait produire frustration, soupçon et instabilité politique. La seconde position revendique une prudence assumée. Elle s'appuie sur des précédents où une richesse soudaine a aggravé corruption, tensions institutionnelles et fragmentation sociale. Pour ce camp, l'enjeu n'est pas la vitesse, mais la capacité à absorber. Une accélération mal maîtrisée pourrait saturer les administrations, multiplier les transactions opaques et rendre la redistribution contestable. Ils insistent aussi sur le facteur environnemental. Certaines pertes, une fois déclenchées, ne se compensent pas par des budgets plus élevés. À leurs yeux, construire des garde-fous d'abord, transparence des contrats, audit, normes écologiques, participation de la société civile, protège davantage la stabilité qu'un démarrage précipité. La réponse raisonnée ne se situe pas dans le rejet de l'un ou l'autre argument, mais dans leur mise en tension. Accélérer peut réduire les influences informelles, mais accroît les risques d'erreurs irréversibles. Ralentir peut renforcer les règles, mais nourrit l'impatience sociale. La question centrale devient donc quelles conditions minimales doivent être réunies pour avancer sans bascule incontrôlable. Un basculement discret change tout. Lors des premières consultations nationales, un résultat apparaît sans bruit. Une majorité de participants soutient l'idée d'un contrôle strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient garanties. Ce signal, peu spectaculaire, modifie pourtant la dynamique politique enclenchée par Sangandi. Il montre que l'opinion ne se polarise pas seulement sur la vitesse d'exploitation, mais sur la solidité des règles qui l'encadrent. Autrement dit, l'urgence n'est pas de creuser, mais de prouver que le cadre protégera l'intérêt collectif. Ce point médian renforce la cohérence de la ligne suivie par Ibrahim Traoré. Sa posture méthodique, parfois critiquée comme excessive, trouve ici un appui populaire inattendu. Le débat cesse d'opposer uniquement action immédiate et
prudence institutionnelle. Il s'ancre dans une exigence plus précise. Avancer, oui, mais sans perdre la main sur le processus. Cette évolution réduit l'espace des acteurs favorables à des accords rigides et augmente la légitimité d'un calendrier plus étiré. Sur le terrain, cette inflexion se traduit par un apaisement relatif, surtout près du volcan. Les habitants observent que leur voix pèse, même partiellement, dans les arbitrages initiaux. Cette perception reste fragile, mais elle agit comme un stabilisateur. Dans un contexte de fortes pressions extérieures, la confiance naissante devient une ressource politique aussi stratégique que le gisement lui-même. À partir de ce point, Songandi cesse d'être un événement annoncé et devient un ensemble de conséquences différenciées. La même découverte produit des effets distincts selon que l'on se place du côté de l'État, des entreprises, des ménages ou de l'équilibre régional. C'est ici que l'on mesure la vraie nature du dossier, non pas une promesse uniforme, mais une redistribution progressive des contraintes et des opportunités. La gouvernance se lie alors dans les détails: calendrier, transparence, sécurité du périmètre et capacité à maintenir un récit crédible face aux attentes. Pour l'État, l'impact est d'abord institutionnel. La perspective de recettes potentiellement multipliées par 10 en 5 ans élargit le champ du possible, mais elle transforme chaque décision en test de crédibilité publique. Les mécanismes de publication des contrats, de contrôle des flux financiers et d'arbitrage des priorités deviennent immédiatement sensibles, car ils conditionnent la confiance. Dans ce cadre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré, maîtrise du tempo, refus des accords précipités, commission nationale, fonctionne comme un pivot. Elle vise à préserver la capacité de décision publique au moment même où les pressions extérieures s'intensifient. Pour les entreprises, Songandi ouvre un marché, mais aussi une tension structurante. Les acteurs locaux espèrent une place dans la logistique, la construction, la maintenance et les services techniques. Ils voient dans le projet une possibilité d'ancrage économique national. Les multinationales, elles, perçoivent le gisement comme un actif stratégique capable de justifier des offres rapides et des dispositifs de sécurisation sophistiqués. Cette asymétrie crée un risque clair. Sans règles explicites, les entreprises nationales peuvent être reléguées au second plan. Avec des exigences strictes, elles peuvent bénéficier d'un effet d'entraînement inédit. Le cadre contractuel devient donc un filtre. Il décide qui gagne tôt, qui gagne plus tard et qui est exclu. Pour les ménages, l'effet principal est une montée des attentes, mais aussi une polarisation des inquiétudes. Dans les villes, l'idée d'une abondance minérale alimente l'espoir de services publics renforcés: écoles, routes, centres de santé, emplois indirects. Dans les zones proches du volcan, la promesse s'accompagne d'une crainte plus concrète: pression sur les terres, incertitude sur la redistribution et fragilité environnementale, avec l'ombre d'une perte possible allant jusqu'à 40% de biodiversité locale si l'exploitation s'emballe. Ici, le bénéfice projeté paraît national, tandis que le coût paraît immédiat et local. La confiance dépend donc d'un lien visible entre promesses publiques et protection réelle. Pour l'équilibre régional, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique devient un point de focalisation diplomatique, ce qui peut renforcer son poids dans certaines négociations. Mais cette visibilité accrue comporte une contrepartie. Elle attire des rivalités d'influence, des lectures sécuritaires et des tentatives de verrouillage, surtout si la gouvernance interne vacille. Les voisins et partenaires observent moins la valeur brute du gisement que la solidité des règles qui l'encadrent.
En ce sens, Songgandhi ne change pas seulement une économie, il redéfinit une posture stratégique. À horizon de 6 à 12 mois, Songgandhi ouvre trois trajectoires plausibles. Elles partent des mêmes données: volume exceptionnel, projection financière, pression diplomatique, risque environnemental, mais elles divergent selon un facteur central: la cohérence entre calendrier politique, transparence contractuelle et inclusion sociale. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, ils servent à lire les conditions qui rendent une bascule plus ou moins probable. Dans une première trajectoire, l'état d'avance sous tension, mais sans rupture immédiate. Il engage des discussions avec un nombre limité d'entreprises internationales, choisies pour leur capacité technique tout en maintenant un cadrage public fort. Des investissements connexes commencent à affluer: routes, équipements, dispositifs de sécurisation, emplois indirects. Les contrats sont annoncés comme publics et la Commission nationale conserve un rôle de filtre, ce qui protège partiellement la souveraineté. Mais la pression reste constante: demande de traitement préférentiel, lobbying, bataille médiatique autour de la vitesse. Les bénéfices deviennent visibles sans dissiper totalement les doutes. L'équilibre tient, mais il reste fragile. Dans une trajectoire plus favorable, la confiance monte à mesure que la discipline institutionnelle s'impose. Le Burkina Faso impose un contrôle strict, sélectionne ses partenaires sur des critères transparents et met en place des audits réguliers. Les normes environnementales deviennent contraignantes, avec des protocoles vérifiables. Les revenus anticipés sont orientés vers l'éducation, la santé et des infrastructures locales, et la société civile participe réellement au suivi. Cette combinaison limite les dérives, stabilise les attentes et transforme Songgandhi en référence régionale de gouvernance. La condition clé est la constance. Maintenir la même rigueur malgré les pressions, malgré l'impatience, malgré la tentation du gain rapide. Dans une trajectoire plus critique, la prudence se transforme en blocage et l'espoir en désillusion. L'État privilégie une exploitation quasi exclusivement nationale par souci de souveraineté, mais les capacités techniques ralentissent la mise en valeur. Les attentes s'accumulent, les retombées tardent et la frustration nourrit les soupçons. Les relations diplomatiques se tendent, l'accès aux technologies se complique et la polarisation interne augmente. L'intention protège le principe de contrôle, mais fragilise la capacité d'action. Dans les, dans les trois cas, un principe ressort: plus que le modèle choisi, c'est la cohérence entre règles, tempo et redistribution qui décide de la stabilité. Au-delà des institutions et des scénarios, Songgandhi se traduit par des attentes humaines très concrètes. Trois trajectoires sociales permettent de comprendre comment une découverte nationale glisse ou non vers des effets vécus. Ici, la question n'est pas de savoir qui possède le gisement, mais qui ressent sa présence dans la vie quotidienne et à quel rythme. Pour de nombreux ménages, l'annonce agit comme une promesse longtemps absente: l'idée que des revenus miniers pourraient financer durablement des écoles, des centres de santé, des routes, des réseaux d'eau. Cette projection change la manière d'espérer, mais elle reste prudente. Beaucoup se souviennent d'annonces fortes, suivies de retombées limitées. L'espoir existe, mais il s'accompagne d'une exigence nouvelle, voire des preuves, pas seulement des chiffres. La confiance naît moins dans les discours que dans la visibilité des mécanismes, dans la capacité à montrer où va l'argent et pourquoi. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Songgandhi prend une autre couleur. Le gisement est perçu comme une ouverture possible: formation technique, emplois indirects, opportunités entrepreneuriales dans la logistique ou les services.
Mais cet optimisme reste conditionnel. Sans accès clair à la chaîne de valeur, la promesse peut se refermer et devenir une frustration. Ce groupe attend moins des slogans que des portes d'entrée. Critères de recrutement, programmes de formation, dispositifs d'appui aux compétences locales. Enfin, les communautés proches du volcan vivent une situation singulière. Elles sont au cœur de la promesse mais aussi au cœur du risque. Incertitude sur les terres, inquiétude face à l'environnement, crainte d'être les premières à payer le coût d'une extraction intensive. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative produisent un sentiment rare, être enfin considérées comme des actrices du processus. Cette reconnaissance, fragile mais réelle, peut stabiliser ou se briser selon la façon dont elle sera maintenue. C'est là que se joue le lien avec le spectateur. Songandi ne sera crédible que si la stratégie nationale reste connectée à des preuves quotidiennes. Transformer Songandi en bénéfice durable plutôt qu'en source de tension exige une architecture d'action lisible, séquencée et mesurable. Le texte source permet d'identifier une feuille de route en 5 mouvements, chacun conçu pour réduire l'emballement, protéger la souveraineté et maintenir la confiance publique. D'abord, il faut consolider la Commission nationale. Elle doit réunir institutions publiques, experts indépendants et représentants locaux avec un mandat clair. Valider les études géologiques, économiques et sociales avant toute négociation formelle. La crédibilité se mesure par un indicateur simple. Publication régulière de rapports accessibles, compréhensibles et vérifiables. Ensuite, il faut verrouiller le cadre environnemental. Avant le moindre chantier, des normes contraignantes doivent être définies avec les autorités compétentes et des scientifiques régionaux. Elles couvrent la protection des sols, de l'eau et des écosystèmes. La poursuite du projet doit être conditionnée à des audits indépendants rendus publics afin que le risque écologique ne reste pas une variable secondaire. Puis vient la sélection des partenaires selon des critères transparents. L'État, appuyé par la Commission, identifie un nombre limité d'entreprises capables d'apporter expertise et capacité technique une fois les règles juridiques stabilisées. Les contrats sont publiés et assortis de clauses explicites de souveraineté, contrôlées par des évaluations régulières. Après cela, il faut organiser la répartition des revenus. Les autorités définissent avec la société civile une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé, les infrastructures et des programmes locaux. Un suivi budgétaire public permet de mesurer l'impact réel et non supposé de ces choix. Enfin, il faut maintenir un dialogue continu. Consultations locales et nationales doivent être régulières afin d'anticiper les tensions et d'ajuster le calendrier. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré cherche à faire d'une promesse souterraine un bénéfice collectif mesurable sans rompre l'équilibre social fragile. Dans les premiers jours suivant l'annonce, un habitant des environs de Sangandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle. Ce motif revient, mais il n'a plus le même sens. Il ne décrit plus seulement l'attente d'une décision technique. Il décrit un moment où une société mesure ce qu'elle est prête à accepter pour transformer une promesse en avenir. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un homme de rupture spectaculaire que comme une figure de continuité. Sa méthode, temporiser, structurer, refuser la précipitation, contraste avec le bruit des projections et la vitesse des pressions. Elle suggère un choix implicite. Payer le coût politique de la lenteur pour préserver la cohésion et garder la main.
Dans un environnement saturé d'appétit, cette constance devient un repère, parfois contesté, mais difficile à ignorer. Dans les villages proches du volcan comme dans les marchés urbains, une question circule avec une simplicité désarmante. Si cette richesse existe, à qui doit-elle profiter d'abord? Elle relie les inquiétudes locales et les attentes nationales, et elle rappelle que la valeur d'un gisement ne se mesure pas uniquement en carats ou en recettes projetées. La richesse de Songandi dépendra de l'unité plus que des pierres. Songandi n'écrit pas à lui seul l'avenir du Burkina Faso. Il ouvre plutôt un espace de responsabilité partagée où institutions, sociétés civiles et citoyens ordinaires influencent désormais la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité ou un facteur de tension. La différence ne viendra pas d'un discours, mais d'une vigilance exercée à chaque étape, quand les règles se négocient et quand les compromis se forment. Cette vigilance ne demande pas des gestes spectaculaires. Elle commence par l'accès à l'information, par la participation aux consultations publiques et par l'exigence de transparence dans les contrats et les audits. Elle se prolonge dans le soutien aux mécanismes de gouvernance qui privilégient le long terme plutôt que le gain immédiat. Dans ce cadre, la cohérence revendiquée par Ibrahim Traoré ne peut produire un effet durable que si elle s'inscrit dans une dynamique collective plus large, capable de tenir face aux pressions et face à l'impatience. Songandi devient alors plus qu'un gisement, un test de souveraineté construite, non proclamée. Quelle place souhaitez-vous occuper dans cette trajectoire qui commence maintenant?